une de cette édition du journal, les FARDC ont appelé les FDLR à déposer les armes et à se rendre en application de l'accord de Washington. Le communiqué appelle également la population à se désolidariser d'elle et les forces armées à ne plus entretenir aucune collaboration avec elle également. À la une aussi, l'Assemblée provinciale du Congo central dispose depuis ce samedi d'un nouveau bureau. À sa tête, Victor Nswami Mpaka, secondé par Pierre Kabangou. Ces deux responsables ainsi que les trois autres membres du bureau ont été élus à la suite d'un vote. Ils remplacent ceux du bureau Matenzolo, démissionnaires à la suite d'une motion de défiance. Et à Madagascar, le contingent qui avait appelé en début de matinée les forces de l'ordre à refuser de tirer et à prendre leurs responsabilités a pris position dans le centre de la capitale. La situation du président Andry Rajoelina restait incertaine en fin de cet après-midi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, les forces armées de la RDC ont publié un communiqué officiel appelant les combattants des forces démocratiques des libérations du Rwanda à se rendre sans condition ou à déposer immédiatement les armes. Ce message intervient dans un contexte sécuritaire tendu marqué par la recrudescence des affrontements dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu où ces groupes armés continuent de semer l'insécurité. Selon les porte-parole des FARDC, ces communiqués s'inscrivent dans le cadre de la stratégie globale des pacifications dans l'est du pays. Les autorités militaires affirment qu'il n'est plus question de tolérer la présence des groupes étrangers armés sur les territoires nationaux. Les FARDC réitèrent leur engagement à restaurer l'autorité de l'État et à protéger l'intégrité territoriale face à toute menace. Les forces armées congolaises appellent les combattants FDLR à saisir cette opportunité de reddition volontaire, garantissant un traitement conforme au droit humanitaire international à ceux qui acceptent de se rendre. Dans les cas contraires, prévient le communiqué, les FARDC se réservent le droit de neutraliser par la force tous les éléments hostiles qui persisteront dans la voie de la violence. Cette annonce intervient alors que plusieurs opérations militaires sont en cours dans les zones de Rutshuru, Masisi et Walikale. Considérées comme des bastions des FDLR depuis plus de 2 décennies, l'armée congolaise soutenue par la population locale entend mettre fin à l'occupation illégale de certaines zones et favoriser le retour des déplacés internes. Du côté des observateurs, cette initiative des FARDC est perçue comme un signal fort de détermination des autorités congolaises à rétablir la paix durable dans l'Est. Elle s'inscrit également dans la dynamique régionale des coopérations sécuritaires, notamment avec le pays voisin, pour éradiquer tous les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. En conclusion, à travers ces communiqués, les FARDC rappellent leur volonté inébranlable de défendre la souveraineté nationale et leur appel à la paix, tout en laissant la porte ouverte à la reddition pour éviter un bain de sang inutile. L'armée réaffirme qu'elle restera sur le terrain jusqu'à la neutralisation complète des FDLR et autres forces négatives qui compromettent la stabilité de la République démocratique du Congo. Et début ce samedi à Kalemi de la mission conjointe Nations Unies gouvernement visant à évaluer les réalisations et l'accompagnement des partenaires humanitaires. La mission va également recueillir des plaintes des populations victimes de la guerre et des populations déplacées de conflits communautaires et sinistrées des inondations du lac Kivu. Ils logent ici depuis 8 mois. Ces déplacés de guerre, venus en majeure partie du Sud Kivu. Au total, 11 425 personnes, réparties en 2225 ménages, trouvent refuge dans ce site de Katanika dans des conditions on ne peut plus précaires.
En dépit de toutes ces difficultés, les gouvernements provinciaux et central, y compris les partenaires humanitaires des Nations Unies, essayent de subvenir, un tant soit peu, aux besoins de ces déplacés. ACR est venu les assister en leur octroyant des bâches. Après la distribution des bâches, ils se sont retrouvés dans des maisons en paille, alors que là où ils étaient venus, il n'y avait pas de maisons en paille. À moins de 3 km se trouve un autre camp de déplacés des inondations de Kankolondo, qui habitait vers la colline d'État avant que le lac ne ravage tout sur son chemin. Comme sur le site de Katanika 2, ici aussi, le PAM, l'EMS, l'UNICEF et d'autres structures humanitaires jouent une partition importante en compagnie du gouvernement provincial pour la survie des sinistrés. Le PAM a apporté un cash pour leur alimentation. C'est de l'argent qu'on leur a donné pour leur permettre de subvenir aux besoins alimentaires de leur famille. MSF, qui est une organisation internationale aussi, qui est venue faire une évaluation en lien avec l'assainissement et accompagner la construction des latrines avec l'appui du gouvernement provincial qui a fourni les sacs de ciment et les tôles pour aider à la construction des latrines. Après les sites de Katanika 2 et Kalendouloa, le convoi des Nations Unies a pris la direction de l'hôpital général de référence de Kalemi, où sont internés les malades Mpox. Et comme dans les précédents sites, ces malades connaissent quelques soucis malgré l'appui de l'OMS et du gouvernement provincial. Choléra, dans le cadre de la surveillance et le suivi, prise en charge des cas de choléra. Mais cas Mpox, ça n'a pas été... Oui, exactement, parce que nous travaillons toujours en collaboration avec la zone, la division et le reste des responsables. Ce long périple s'est clôturé par un briefing avec tous les partenaires autour de la table. Et profitons de son séjour dans le chef-lieu provisoire du Nord Kivu. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchi-Diave, s'est prêté à un exercice intéressant de vulgarisation à la population des missions et de mécanismes de saisie de l'inspection générale de la police. Crispin Chibinkoufoua. La cérémonie d'ouverture de cette activité a été présidée par le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Egon Karawa, qui, dans son discours, a salué cette initiative de l'inspecteur général tout en indiquant que le rôle de l'IGPNC fait partie de la redevabilité de la police vis-à-vis de la population. L'organisation de cette activité traduit la volonté manifeste du gouvernement de la police nationale congolaise de promouvoir une culture de discipline, de transparence et de redevabilité au sein de notre institution policière. Pour sa part, l'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchi-Diave, a indiqué que l'IGPNC a pour mission de faire respecter les lois et les règlements de la République au sein de la police, et ceci fait partie de la vision du commandant suprême des FARDC et de la police, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la restauration de la paix durable dans la partie est de la RDC. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, vous comprendrez que l'inspection générale de la police agit comme un mécanisme de régulation interne de la police nationale congolaise, garantissant que chaque policier exerce des fonctions avec professionnalisme, discipline et loyauté envers la République. Lors de cette cérémonie, l'IGPNC a remis au vice-gouverneur policier des exemplaires de recueil de différentes lois sur le fonctionnement de la police et des comités locaux de sécurité pour toute fin utile. Les chefs des quartiers, les organisations de la société civile, les associations des jeunes, les étudiants ainsi que les policiers des carrières ont pris part à cette journée de sensibilisation. Et c'est ce vendredi 10 octobre, dans la soirée, que le général Patience Mouchi-Diave a regagné Kinshasa, satisfait de cette mission qui lui a permis d'avoir une idée claire sur la situation des policiers repliés de Goma et le fonctionnement de la police dans cette partie du pays pour en faire part à qui des droits.
Et cette autre bonne nouvelle de la part du service national, il vient de remettre à peu près 500 bancs pupitres à l'université et à l'Institut supérieur et pédagogique de l'ICASI en 2 mois. Ce sont près de 5000 bancs qui ont été distribués dans plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs du Haut-Katanga, dont l'UNILU, l'ISP Lubumbashi, l'Athénée de Katouba et le complexe scolaire Vangu. Dans la chaleur rouge du cuivre et la poussière d'une ville en mutation, l'université de l'ICASI, 15 ans d'existence, avance avec ambition, mais trébuche encore sur l'essentiel. Les salles bondées des bancs absents, des rêves concrets de rester debout, mais ce vendredi, les décors a changé. Sur l'esplanade centrale, 250 bancs tout neufs ont été livrés par le service national devant cadres étudiants et autorités académiques. Une opération chirurgicale, 3e du genre après l'INILU, l'ISP dans la campagne nationale de réhabilitation d'écoles publiques. Le recteur Louis Palanga Mbaboula a salué un Kasongo Kabwik, oiseau rare, porteur d'un souffle nouveau pour cette université en quête de dignité. Un remerciement et ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, jour et nuit, se bat sur tous les fronts grâce à sa diplomatie agissante pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire national et qui a trouvé en la personne du commandant du service national, le lieutenant général Kasongo Kabwik Jean-Pierre, l'oiseau rare pour matérialiser sa vision sur l'éducation. Le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik a quant à lui, en paix des mots, réaffirmé l'inspiration du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, père de la campagne, pas d'école sans banc. C'est sur instruction stricte et à l'exécution de l'ordre du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, que le service national vient doter en banc pupitre les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que de l'enseignement primaire et secondaire du Grand Katanga. Cette opération dont le but est d'améliorer les conditions d'accueil et d'études dans nos écoles, instituts supérieurs et universités, a commencé à Kinshasa avant de s'étendre dans les provinces. C'est parti pour l'Institut supérieur pédagogique de l'ICASI. Ici, un lot de 250 bancs pupitres a été livré pour une institution en plein chantier. Le service national a livré plus de 5000 bancs pupitres fabriqués dans un délai de 2 mois grâce à la prouesse de bâtisseurs et le travail continue pour servir d'autres écoles et établissements de l'espace Grand Katanga. Et l'association Femmes et Promotion, l'AFEPRO, en sigle que dirige Marthe Kassalou Tshisekedi, a lancé une série d'actions caritatives en faveur des militaires et de leurs familles à Lubumbashi, une action de solidarité en faveur donc de nos forces armées. L'association Femmes et Promotion AFEPRO, un sigle que dirige Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, a démontré sa solidarité envers les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs familles à travers une série d'actions caritatives. La délégation conduite par la secrétaire exécutive nationale Noëlla Nola, qu'accompagnait Mireille Mianda, bourgmestre de la commune Kampemba à Lubumbashi et présidente provinciale de l'AFEPRO, a sillonné plusieurs sites pour apporter son soutien. La première étape a conduit la délégation au camp Kimbeimbe où l'AFEPRO a pensé aux enfants orphelins des militaires. Des fournitures scolaires leur ont été remises pour soutenir leur scolarité. Aujourd'hui, nous avons entendu les cris qu'il y a certains enfants, parmi les enfants qui sont dans les camps Kimbembe, qui ne sont pas partis à l'école faute aux fournitures scolaires. Alors ça, c'est le travail de maman. Et tant que maman de la République, elle m'a dépêché de venir très rapidement apporter les cahiers, les nécessaires pour enfin que ces enfants puissent aussi intégrer le milieu scolaire et terminer leur année en bonté. Et surtout que le président lui-même a mis la gratuité. Ce n'est pas les fournitures qui peuvent arrêter ces enfants d'aller à l'école. Le périple humanitaire s'est poursuivi au camp Major Vangu. Là, l'association a fait un don mixte comprenant des matériels médicaux et des produits de première nécessité. Des lits et matelas pour enfants et adultes ainsi que des lits d'accouchement ont été remis pour améliorer les conditions d'hospitalisation. La délégation a offert également des vivres et non-vivres comprenant notamment des sacs de farine de maïs, de l'huile et du riz.
Le colonel Mukendi Patrice, responsable de l'hôpital, a exprimé sa profonde gratitude aux donateurs. La délégation a enfin rendu une visite de réconfort aux blessés de guerre pour leur témoigner son soutien moral. Dans la salle de maternité et d'opération, la délégation d'AFEPRO a constaté les besoins. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a décidé de retirer sa plainte contre le journaliste Gauthier Sei, actuellement aux arrêts pour diffamation et propagation de faux bruits. C'était à l'issue d'un entretien qu'il a accordé à une délégation des journalistes de la capitale, conduite par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC section de Kinshasa, venu lui présenter des excuses de la part de leurs collègues. Une délégation de l'Union nationale de la presse, section de Kinshasa, conduite par son président Jean-Marie Kassamba, était reçue samedi 11 octobre 2025 par le gouverneur Daniel Bumba. Effectivement, nous venons d'être reçus par son excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui nous a bien reçus sur l'affaire qui a conduit notre confrère Gauthier en détention en ce moment. Nous avons le plaisir d'annoncer que notre plaidoyer a été bien compris auprès du gouverneur qui a donné une suite favorable. Celle-ci s'y est rendue pour plaider la cause d'un de ses membres. Il s'agit du journaliste Gauthier Sei en détention pour une présumée diffamation et intox dont une plainte émane du cabinet du premier citoyen de la ville. Notre confrère va nous rejoindre dans les heures qui arrivent. Nous espérons que ce malentendu est dissipé et que nous allons faire tout pour travailler en bonne collaboration et que le gouverneur soit à l'écoute de la presse sur ses remarques, sur ses critiques positives et surtout pour faire avancer tous les projets qui évoluent au niveau de la ville de Kinshasa. Donc encore une fois, j'appelle aux professionnels des médias ici à Kinshasa de s'en tenir à l'application de notre métier en ce qui concerne l'éthique et déontologie professionnelle, mais de faire leur travail, rien que leur travail, parce que on ne peut pas restreindre notre métier ou brimer le métier des journalistes est d'abord au service de la nation et de la vérité. Après avoir suivi minutieusement les préoccupations de la délégation de l'UNPC, l'autorité urbaine a décidé de retirer sa plainte, une nouvelle favorablement accueillie par cette organisation des professionnels des médias qui a salué l'oreille attentive du gouverneur Daniel Bumba. L'UNPC a saisi cette occasion pour appeler les journalistes à exercer leur métier dans le strict respect des règles déontologiques qui régissent cette profession noble. Et 17 jours sans aucun cas de la maladie à virus Ebola. Nous sommes à Boulapé, dans la province du Kasaï central. C'est le directeur général de l'Institut national de santé publique, Dieudonné Mwamba, qui l'a dit ce samedi lors d'un point de presse, et également une séance de restitution sur le séjour du ministre Roger Kamba dans cette partie du pays. Il faut noter qu'à ce jour, 53 cas ont été confirmés, parmi lesquels 32 décès et 11 cas probables. Il est au micro de Jenny Kayembe, on l'écoute. Ce qu'il faut se retenir, c'est que nous sommes pratiquement aujourd'hui au 15e jour où on n'a pas enregistré un nouveau cas confirmé. Donc ce qui montre déjà, qui nous donne une certaine perspective dans le contrôle de cette épidémie, ce qui est aussi un élément très important. Alors ça c'est pour ce qui est de la situation épidémiologique. Les actions de réponse sont en cours et comme vous le savez, c'est la coordination de cette épidémie est sous l'Institut national de santé publique, l'INSP, où vous êtes présentement, à travers son centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP. Donc nous avons déployé le système de gestion de l'incident, délocalisé au niveau de l'épicentre à Boulapé, où il y a l'incident manager, le gestionnaire de cet incident, et avec toute son équipe, qui sont sur place, avant même la déclaration de cette épidémie. Les premières équipes de COUSP étaient déjà au niveau de l'épicentre. Donc les actions de réponse sont en cours, que ce soit pour la surveillance, avec
un suivi journalier des contacts et des investigations concernant les alertes. Donc toutes ces activités sont en cours. Nous avons environ plus de 2830 contacts qui ont été listés et plus de 1500 qui ont été suivis pendant les 21 jours et qui sont sortis du processus de suivi. Il nous reste environ 789 contacts qui sont en cours de suivi. Mais ça, c'est des statistiques qui évoluent journalièrement parce qu'à chaque jour, il y a des contacts que nous sortons. Et la première édition du Forum national des droits humains s'est clôturée ce samedi au Palais du Peuple. Son initiateur n'est rien d'autre que le ministre Samuel Mbemba. Il s'agit d'un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et les acteurs du secteur des droits humains. C'est ce samedi 11 octobre que s'est clôturée au Palais du Peuple à Kinshasa la première édition du Forum national des droits humains. Après la lecture du rapport général de cette première édition au cours de laquelle plusieurs recommandations ont été formulées par les panélistes pour la promotion et la protection des droits humains en RDC, Maître Samuel Mbemba Kabouya, ministre des droits humains et initiateur de ce forum, tout en remerciant le président de la République et la première ministre, a loué la qualité du travail accompli et a rassuré par la même occasion que quiconque violera les droits des Congolais le rencontrera sur son chemin. Aussi, il a demandé aux participants de ne pas oublier le combat pour la reconnaissance du génocide commis en RDC et pour la justice transitionnelle. À la clôture de cette première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo, de rendre les hommages à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui violera les droits des Congolais, qu'il soit congolais, quel que soit son rang, qu'il soit étranger, quel que soit son statut, nous trouvera sur son chemin. Représentant la première ministre et délégué du chef de l'État, les ministres de la Justice a clôturé ses assises sur une note de satisfaction. Au nom du président de la République, la première ministre m'a chargé et je déclare clôturer les assises du premier Forum national des droits de l'homme avec l'espoir que les recommandations formulées seront effectivement mises en œuvre dans l'intérêt supérieur de notre pays et de nos populations. Selon le ministre Samuel Mbemba Kabouya, cette première édition inaugure une ère nouvelle, celle d'un dialogue permanent entre le gouvernement et les autres acteurs du secteur des droits humains. Cerise sur le gâteau, l'artiste Innocent Baloumé, lui qui a vécu en chair et en os les atrocités perpétrées par le Rwanda en RDC depuis plus de 30 ans, a livré un concert en playback. Le rendez-vous est pris pour la deuxième édition dans un an, au mois d'octobre 2026, pour ce qu'on appelle désormais le Parlement des acteurs des droits de l'homme. Et puis ce chiffre, 250 000 jeunes seront bientôt formés au numérique. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique et Airtel, une compagnie téléphonique, ont signé ce samedi 11 octobre à Hilton Hotel de Kinshasa un protocole d'accord historique, un programme sur 5 ans dans toutes les provinces de la RDC, décisif pour booster les compétences digitales de la jeunesse congolaise. Former 250 000 jeunes, c'est bâtir 250 000 solutions, objectif poursuivi par le gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse, grâce à l'engagement des Cisco, Cibation et Airtel RDC par la formation numérique de ces jeunes Congolais de Kinshasa aux autres provinces sur 5 ans aux métiers d'avenir tels que le réseau et cybersécurité, data science, programmation, anglais technique, transformation digitale et entrepreneuriat. Après la signature en septembre à New York du protocole d'accord stratégique avec Cisco et Cibation, ce samedi, le ministère a procédé au même exercice avec Airtel, signature officielle du protocole d'accord du programme national de formation numérique. Ce projet que nous engageons à accompagner aux côtés du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, de Cisco et de Cibation, traduit parfaitement cette volonté politique. Former, accompagner et insérer 250 000 jeunes congolais dans la nouvelle économie numérique.
Avec RTL RDC, l'accès à Internet sera offert gratuitement aux apprenants pendant 5 ans, une salle de formation bien équipée, ainsi que la possibilité des stages aux plus performants dans ces installations. Grâce à Cisco, Cibation et RTL, nous construisons ensemble un écosystème complet, fondé sur 3 piliers essentiels. 1. La formation. 2. La connectivité. 3. L'employabilité. 3 leviers puissants pour faire du numérique un moteur de souveraineté et de prospérité nationale. Ce programme s'étendra sur l'ensemble du territoire national. C'est une révolution silencieuse, mais déterminante. Elle apporte la connaissance là où elle manquait. Elle ouvre des horizons nouveaux pour nos jeunes femmes et nos jeunes hommes. Et elle renforce la souveraineté numérique de la République démocratique du Congo. Chers jeunes, ce projet, c'est le vôtre. Vous en êtes les bénéficiaires, mais surtout les acteurs. Orientation et développement des compétences jeunes sur l'ensemble du territoire national, l'objectif de ces programmes est de construire ensemble un écosystème complet. Et on se rend au Sénégal, précisément à Dakar à présent, pour parler du sommet régional des filles d'Afrique de l'Ouest et du centre tenu dans le cadre de la journée internationale des filles célébrée ce 11 octobre sous le thème « La fille que je suis, le changement que je mène ». Ces assises ont été une occasion pour la ministre congolaise de l'Éducation et de plaider plutôt en faveur de la promotion et de la formation des adolescentes. Le ministre Julien Paluku Kahongya a pris part à Bruxelles à une réunion stratégique avec le commissaire européen aux partenariats internationaux Joseph Sikela et le conseiller du président américain pour l'Afrique Massad Boulos en marge du forum Global Gateway. Au menu de cet entretien, notamment le partenariat, le commerce, la paix ainsi que le développement. Les aspects opérationnels de l'intégration économique régionale à travers le fonds de Global Gateway dans le cadre du projet des corridors de l'Obito sous forme des programmes intégrés et à l'intervention des entreprises américaines dans les projets économiques en République démocratique du Congo et ceux dans plusieurs secteurs dont le commerce, l'énergie, les mines, l'agriculture, les transports, le numérique et le développement des compétences en mettant en évidence la paix comme un facteur incontournable pour une prospérité et une économie résiliente. Ces points ont été au centre d'une réunion stratégique ce vendredi 10 octobre 2025 à Bruxelles en Belgique entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya et le commissaire européen à charge des partenariats internationaux Joseph Sikela et les conseillers du président Donald Trump pour l'Afrique Massad Boulos en marge du forum Global Gateway 2025 qui a tiré ses rideaux dans la capitale belge. C'était l'occasion pour le ministre du Commerce extérieur, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et expert en management des conflits dans la région des Grands Lacs, de renforcer la compréhension au sujet des guerres récurrentes qui déchirent les Kivu, ses vrais mobiles, dont économiques et autres, ses conséquences et les perspectives envisagées par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, discussions qui vont se poursuivre à Washington dans la semaine du 13 au 18 octobre 2025. Le ministre Julien Paluku Kahongya, qui a pris part à plusieurs panels en marge de ce forum des Global Gateway, a fait entendre que la RDC a obtenu l'engagement de l'Union européenne à appuyer les projets du corridor vers Kinshasa-Kivu, Inga et le développement d'une zone économique spéciale à l'industrie des données dans le cadre du numérique. Nous sommes heureux de participer à ce forum ici à Bruxelles et de considérer que la RDC tire des dividendes importants parce que les projets tels que nous l'avons convenu dans le panel vont devoir commencer entre la Zambie, l'Angola et la RDC. Mais 3 éléments principaux, il faut une bonne coordination, il faut une consistance, mais également il faut une complémentarité. À ces 3 C, nous avons ajouté un 4e C qui est le commencement. Comme je l'ai dit souvent, aux Européens, nous leur avons dit, pour commencer, nous devons commencer parce qu'on doit cesser de pouvoir parler de chiffres à milliards de dollars sans que les populations ne voient exactement ce qui a été fait sur le terrain. En séjour officiel à Lusaka, en Zambie, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a pris part jeudi au forum Zambia Mining and Investment Insaka, tenu au Centre international de conférence de Mulungushi. Le forum a connu la participation du président zambien Hakainde Hichilema. En séjour officiel à Lusaka, capitale de la Zambie,
La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a pris la parole. C'est jeudi 9 octobre 2025 au forum Zambia Mining and Investment Isaka. Grande rencontre régionale sur l'avenir du secteur minier africain, placée sous les thèmes libérer les richesses minérales de l'Afrique, promouvoir la valorisation et la création des valeurs minières de manière durable. Organisé au Centre international des conférences de Mulungushi, le forum a réuni plusieurs hautes personnalités dont le président zambien Hakainde Hichilema, des membres du gouvernement, investisseurs, opérateurs miniers et représentants d'institutions régionales. Fifi Masuka Saini s'y est distingué par un discours visionnaire et une présence marquante. À ses côtés figuraient notamment les députés nationaux, Sheken Malandi Swana, les secrétaires exécutifs adjoints du gouvernement provincial et les consuls de la République démocratique du Congo en Douala, témoignant de l'engagement congolais pour une coopération minière régionale renforcée. Après l'intervention du ministre zambien et d'autres acteurs, Fifi Masuka Saini a livré une allocution de haut niveau axée sur la transformation structurelle du secteur minier africain. Elle a salué le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auteur d'une vision réformatrice du secteur minier congolais. Elle a en outre plaidé pour que les minerais africains soient désormais transformés sur place afin de créer plus de valeurs, d'emplois et de prospérité. Elle a également rappelé les liens historiques et géologiques entre la République démocratique du Congo et la Zambie. La province du Lualaba, que j'ai l'honneur de diriger, partage avec la Zambie non seulement une frontière, mais aussi une histoire géologique, économique et culturelle commune, marquée par les richesses minières du Copperbelt et autres dérivés. Mais ces richesses ne doivent plus être exportées brutes, elles doivent être transformées chez nous, en Afrique. Son discours, salué par l'assistance, a trouvé un écho favorable auprès du président Hakainde Hichilema. Jugée parmi les interventions les plus structurées du forum, la gouverneure du Lualaba a ainsi positionné sa province comme acteur central du dialogue régional sur la transformation minière et la gouvernance responsable. Son séjour à Lusaka s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faire du Lualaba la véritable capitale mondiale du cobalt et un modèle d'exploitation minière. Et bien après cela, Fifi Masuka, a déposé donc le vendredi à l'Assemblée provinciale du Lualaba le projet d'édite budgétaire, qui contient également les recettes internes et externes de la province et prévoit une réduction de 22,17% par rapport au budget initial. Cette baisse s'explique principalement par diverses contraintes socio-économiques, notamment la suspension prolongée des exportations de cobalt. Plusieurs indicateurs socio-économiques ont impacté les prévisions budgétaires de l'année en cours. C'est ce qui justifie le dépôt du projet d'édit budgétaire rectificatif de l'exercice 2025 ce vendredi 10 octobre à l'Assemblée provinciale par la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini. Elle était accompagnée du vice-gouverneur Clément Moufundi Tinatkar, de quelques membres de son gouvernement ainsi que ceux de son cabinet. Merci beaucoup. Ce document, soutenu par les recettes internes et externes de la province, est revu à la baisse avec une diminution de 22,17% par rapport au budget initial. Nous avons le collectif budgétaire 2025 qui était à hauteur de 2256 milliards 164 774 409 francs congolais, comparé à celui initial dont le montant est de 2898 milliards 829 759 907,04 francs congolais. Il se dégage, honorable président, une baisse de 22,17%. Cette réduction constatée au budget est due principalement à la rectification de la loi des finances au niveau national, avec ses effets indus, dont le taux d'échange qui passe de 2958,4 francs congolais à 2859,2 francs congolais pour $1 américain. Honorable Président, c'est depuis le mois de février qu'il y a la suspension prolongée des exportations du cobalt jusqu'à ce jour, qui a un impact négatif sur les mobilisations attendues
en recettes dont la levée des mesures est prévue pour le mois en cours. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau et ceux de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale. Pour le président de l'organe délibérant du Lualaba, une fois adopté, ce projet d'édit budgétaire rectificatif aura pour conséquence la réduction du train de vie des institutions provinciales. Nous disons merci à son Excellence, Madame la gouverneure de la province de Lualaba, ainsi qu'à toute son équipe, membre du gouvernement. Lors de la rentrée parlementaire, dans mon discours, vous aviez tous suivi, j'ai parlé de la réduction des trains de vie de toutes les institutions de la province de Lualaba due à cette difficulté. Cette prévision budgétaire rectificative résulte principalement de la faible mobilisation des recettes due à plusieurs contraintes socio-économiques. Et je le disais dans mon sommaire, le député provincial Victor Ntsoami Mpaka a été élu ce vendredi président de l'Assemblée provinciale du Congo central à l'issue d'un vote organisé dans une atmosphère à la fois démocratique et symbolique pour la stabilité politique de cette province. Cette élection met fin à plusieurs semaines de tensions institutionnelles au sein de l'organe délibérant provincial. Après la destitution des Papi Montezolo, Victor Ntsoami Mpaka a été élu avec une majorité confortable de voix, soit 35 sur 38, succédant ainsi au bureau de Montezolo dont la gestion avait divisé la plénière. Dans son discours après la proclamation des résultats, le nouveau président a exprimé sa reconnaissance envers ses collègues députés pour la confiance placée en lui et a promis de travailler dans un esprit d'unité, de transparence et de collaboration avec l'exécutif provincial. Peu après l'annonce des résultats, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a adressé ses chaleureuses félicitations à Victor Ntsoami Mpaka. Dans un message officiel, le gouverneur a salué une victoire qui, selon lui, marque les triomphes de la démocratie et du sens des responsabilités des élus provinciaux du Congo central. Il a également réaffirmé sa disponibilité à collaborer étroitement avec le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale pour relever ensemble les défis du développement de la province. Grace Bilolo a insisté sur la nécessité d'un dialogue permanent entre les législatifs et l'exécutif provincial, gage d'une gouvernance apaisée et efficace. Il a appelé à tourner définitivement la page des tensions internes qui ont paralysé les activités politiques et administratives de la province ces derniers mois. De leur côté, plusieurs observateurs politiques saluent cette élection comme un retour progressif à la stabilité institutionnelle dans le Congo central, une province stratégique pour le pays en raison de sa façade maritime, de son poids économique et de son rôle historique dans la décentralisation. L'élection de Victor Ntsoami Mpaka à la tête de l'Assemblée provinciale et les félicitations du gouverneur Grace Bilolo symbolisent une nouvelle dynamique politique. Tous deux appellent désormais à l'unité, au travail et à la reconstruction de la confiance entre les institutions pour le bien-être du peuple du Congo central. Et l'hôtel de ville de Kinshasa a annoncé dans un communiqué officiel l'interdiction formelle de toutes les fourrières privées opérant illégalement dans la capitale congolaise. Cette mesure vise à mettre fin aux désordres et aux abus constatés dans la gestion des véhicules saisis sur la voie publique, un phénomène devenu source d'arnaque et d'insécurité pour les automobilistes. Autre chose à présent, pas de répit pour les huissiers fiscaux de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Sur instruction du chargé des missions Gérard Kaja Kambowa, l'opération de scellage s'est poursuivie vendredi dans la circonscription fiscale de la Funa, notamment au centre des recettes fiscales de Kassavubu. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de recouvrement forcé initiées par la DGRK afin d'amener les contribuables récalcitrants à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Cette fois, c'est plusieurs établissements spécialisés dans la vente des pièces de réchange se retrouvant sur l'avenue Victoire qui ont été scellés par les huissiers fiscaux
de l'administration fiscale de la capitale qui étaient accompagnés par ceux du parquet pour le non-paiement par les bailleurs de l'impôt sur le revenu locatif IRL et le revenu sur le loyer. Parmi ces établissements, nous pouvons citer Patvin Motors, Animax Motors, Mohamed Afoumia Motors, New Wind Motors, Baron Motors, Autocris, Divine Link Auto, Stanley Motors, Ndo Best Motors, Autotobis Par Part, Ondoma Best Stop Daniel Auto, Mac Frank Motors, Christelle Motors, Kuba Son Motors, Triumphat Motors, Papa Socrate et puis Dépôt Concorde. Juste après, les missionnaires de la Direction générale de recettes de Kinshasa se sont rendus sur l'avenue Djolou, toujours dans la municipalité de Kasavubu. Sur place, 2 chambres froides ont été scellées pour non-paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits revenant à la ville de Kinshasa. Enfin, l'établissement CAMS, spécialisé dans la commercialisation de la charcuterie, a été aussi scellé par le huissier de la Direction générale de recettes de Kinshasa pour les mêmes raisons. Signalons, une fois leur situation fiscale régularisée auprès des services opérationnels, la régie financière de la capitale, les huissiers fiscaux procéderont aussitôt au décèlement. Signalons par ailleurs que la mission des huissiers fiscaux de la DGRK va se poursuivre en début de cette semaine. Et pour terminer ce journal, situation confuse à Antananarivo où une partie de l'armée s'est mutinée. Pour la première fois depuis le début des manifestations, des manifestants escortés par des militaires ont pénétré sur la place du 13 mai, cœur symbolique de la contestation malgache. Cette place, théâtre de nombreux soulèvements depuis les années 70, était jusqu'alors étroitement surveillée. La situation du président Andry Rajoelina était en fin d'après-midi incertaine. Les médias sont réticents pour parler d'un coup d'État militaire jusque-là. Place au rappel des titres. Les FARDC ont appelé les FDLR à déposer les armes et à se rendre en application de l'accord de Washington. Le communiqué appelle également la population à se désolidariser d'elle et les forces armées à ne plus entretenir aucune collaboration avec elle également. L'Assemblée provinciale du Congo central dispose depuis ce samedi d'un nouveau bureau. À sa tête, Victor Nswami Mpaka, secondé par Pierre Kabangu. Ces 2 responsables ainsi que les 3 autres membres du bureau ont été élus à la suite d'un vote et remplacent ceux du bureau Matenzolo, démissionnaires à la suite d'une motion de défiance. Et à Madagascar, le contingent qui avait appelé en début de matinée les forces de l'ordre a refusé de tirer et à prendre leurs responsabilités a pris position dans le centre de la capitale. La situation du président Andry Rajoelina restait incertaine en fin d'après-midi. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, pour votre attention et pour votre fidélité. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.